Un milliardaire ruiné perd une entreprise de 7,3 milliards de dollars et est pris de panique jusqu'à ce qu'une petite fille démunie de 6 ans fasse quelque chose qui le laisse en larmes et lui change la vie. Avant de partager ce récit émouvant de désespoir et de solitude, dites-nous d'où vous nous regardez et abonnez-vous pour plus d'histoires puissantes. La coupe de champagne en cristal se brisa contre le sol en marbre de la salle de conférence du 52e étage, éparpillant des fragments sur la surface polie comme des étoiles tombées. Richard Hamilton resta immobile, la main tremblante encore tendue, après avoir lancé ce qui aurait dû être un toast à la réussite de son empire. Les mots de son avocat résonnaient dans son esprit comme une sentence de mort. Richard, Apex Industries a disparu. 7,3 milliards de dollars évaporés. Comment? La voix de Richard se brisa, à peine un murmure dans la salle qui avait été témoin de ses plus grands triomphes. Son reflet dans les baies vitrées du sol au plafond montrait un homme qui avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. La ville s'étendait en contrebas, 40 millions de personnes avec leur vie, sans savoir que l'un des titans les plus puissants de Manhattan venait de tomber en disgrâce. L'avocat Michael Chen parcourait les documents avec une efficacité sombre, son maintien habituellement serein, fissuré par le poids d'annoncer une nouvelle si dévastatrice. Les contrats d'acquisition que vous avez signés le mois dernier contenaient des clauses cachées dans des sous-sections. Vos partenaires, Stevens, Martinez et Crawford, ont légalement transféré tous les actifs à une filiale qu'ils contrôlent. Techniquement, tout est légal. Richard, vous avez signé sans le savoir la cession de l'œuvre de toute votre vie. Les jambes de Richard se dérobèrent et il s'effondra dans son fauteuil en cuir, le même depuis lequel il avait pris des décisions de plusieurs milliards de dollars qui avaient façonné des industries entières, où il avait bâti un empire à partir de la détermination et du dernier souhait de son père mourant. Maintenant, il n'était plus qu'un meuble dans une salle qui ne lui appartenait plus. L'ironie ne lui échappait pas. Cette chaise avait coûté plus cher que ce que beaucoup de gens gagnaient en un an, et maintenant, elle pourrait être la dernière chose coûteuse sur laquelle il s'assoirait. Mon père a construit cette entreprise il y a 60 ans avec un seul contrat de construction, murmura-t-il, la voix complètement brisée. J'ai consacré ma vie à l'étendre, à honorer sa mémoire. Comment ai-je pu être si aveugle? Le poids de l'échec générationnel l'écrasait comme une force physique. Son père avait survécu à la Grande Dépression. Il avait créé quelque chose de durable à partir de rien, et Richard avait tout détruit en une après-midi de confiance mal placée. Le téléphone vibrait sans cesse sur son bureau. Des journalistes déjà au courant, des investisseurs exigeant des explications, des employés qui ne savaient pas encore que leurs emplois et leurs fonds de retraite avaient disparu du jour au lendemain. Richard ne pouvait faire face à personne. Peut-être n'était-il jamais devenu ce que son père lui avait toujours conseillé d'éviter, un homme tellement concentré sur la croissance qu'il avait oublié de protéger ce qui importait vraiment. Michael ramassa ses papiers avec la dextérité de celui qui a déjà annoncé de mauvaises nouvelles. Richard, je dois vous faire comprendre la portée totale de cela. Votre pantouse est hypothéquée contre les actifs de l'entreprise, vos voitures, vos yachts, vos maisons de vacances dans les Hamptons et à Aspen. Tout est lié à Apex Industries. Même vos comptes personnels sont gelés jusqu'à ce que le transfert d'actifs soit terminé. En une après-midi, vous êtes passé de milliardaire à sans-abri, compléta Richard avec le goût amer du mot dans sa bouche. Dites-le, Michael, je suis sans-abri. Alors que les ombres du soir couvraient la salle de conférence, teignant tout de ton gris comme son humeur, il comprit qu'il n'avait nulle part où aller lorsqu'il serait escorté à l'extérieur. Il n'avait pas de famille à appeler. Ses parents étaient morts. Il ne s'était jamais marié. Il était trop absorbé par les affaires pour construire des relations personnelles. Sans vrais amis en dehors du monde des entreprises, et cela s'était avéré être des loups en costume coûteux. Le léger coup du garde de sécurité à la porte arriva juste à l'heure de fermeture. Richard se leva lentement, son corps se sentant des décennies plus vieux que ses 45 ans, et se dirigea vers l'ascenseur qui l'éloignerait de tout ce qu'il connaissait. Le lendemain serait l'anniversaire de la mort de son père, et il ne put s'empêcher de penser que le vieil homme devait sûrement se retourner dans sa tombe, voyant son fils perdre tout ce pour quoi il avait travaillé. La pluie matinale se sentait différente quand il n'y avait pas d'endroit chaud où aller. Richard ajusta son autrefois coûteux manteau Armani en traversant le Lincoln Park, ses chaussures en cuir italien clapotant dans des flaques d'eau qu'hier il aurait évité sans y penser. L'ironie était évidente. Il avait donné des millions à des refuges pour sans-abri, participant à des galas de bienfaisance où les riches se félicitaient de leur générosité, sans imaginer qu'un jour il aurait besoin de ces mêmes refuges. L'estomac lui gargouilla douloureusement, une sensation si étrange qu'il la reconnut à peine. Quand avait-il eu faim pour la dernière fois? Lors de déjeuners d'affaires,
dans les meilleurs restaurants de Manhattan, il touchait à peine à son assiette, trop occupé à négocier des fusions et acquisitions qui valaient plus que le PIB de nombreux pays. Maintenant, l'arôme d'un chariot de nourriture proche lui mettait l'eau à la bouche, mais son portefeuille ne contenait que quelques billets froissés, une monnaie qui, dans son ancienne vie, n'aurait même pas suffi pour un café décent. Le banc du parc était plus dur qu'il n'y paraissait et plus froid. Richard s'assit pour observer le monde, des coureurs en vêtements de sport coûteux, des promeneurs de chiens avec des races qui valaient plus que des voitures, des nounous poussant des poussettes probablement plus chères que son patrimoine actuel. Il n'avait jamais remarqué combien de personnes sans abri vivaient dans ce parc, malgré y être passé des centaines de fois en allant à des réunions importantes. Ils étaient invisibles pour lui, une partie du paysage urbain qu'il avait appris à ignorer. « Excusez-moi, monsieur. » Une petite voix interrompit ses pensées, traversant le brouillard d'apitoiement sur soi qui l'enveloppait. Richard baissa les yeux et vit une petite fille d'environ 6 ans, avec des cheveux bruns emmêlés qui brillaient d'une manière qui suggérait qu'il serait magnifique si on s'en occupait bien. Ses vêtements avaient connu de meilleurs jours, un pull rose délavé avec un petit trou au coude, un jean trop grand retroussé aux chevilles, des baskets qui avaient été blanches autrefois. Malgré son apparence, ses yeux brillaient d'une intelligence bien supérieure à son âge, des yeux verts et lumineux qui semblaient tout voir. « C'est bon, vous avez l'air très triste, » dit-elle avec la franchise que seuls les enfants possèdent, sans les filtres des conventions sociales des adultes sur le fait de ne pas parler aux étrangers ou d'éviter les sujets délicats. Richard tenta de se ressaisir, redressant ses épaules dans une réaction automatique inculquée par des décennies de réunions d'entreprise où montrer de la faiblesse pouvait coûter des millions. « Je vais bien, ma chérie. Tu ne devrais pas être à l'école. » Il jeta un coup d'œil autour de lui, cherchant des parents ou des tuteurs qui pourraient se demander où cet enfant était allé. La petite fille inclina la tête, l'observant avec une perception troublante qui fit que Richard se sentit analysé par quelqu'un de bien plus âgé et plus sage que son âge apparent. « Aujourd'hui, c'est samedi, monsieur, et vous n'allez pas bien. Je ne sais pas pourquoi vous continuez à vous toucher l'estomac comme ma maman quand on n'avait pas d'argent pour manger, et vos yeux sont rouges comme si vous aviez pleuré. » Elle sortit d'un sac en papier froissé un demi-sandwich enveloppé dans une serviette. « Tenez, du beurre de cacahuète et de la confiture. Ce n'est pas chic, mais ça aide quand le ventre fait mal parce qu'il est vide. » Richard regarda l'offre, la gorge serrée par une émotion qu'il ne pouvait contrôler. Cette petite fille qui n'avait si peu, essayait de le nourrir. Le sandwich semblait fait maison, mais simple, le genre de nourriture de base qui représentait la survie plus qu'un choix. « Non, je ne peux pas accepter ta nourriture. Tu en as plus besoin que moi. »« Je m'appelle Emma, » dit-elle, ignorant complètement sa protestation et pressant le sandwich dans ses mains avec la fermeté de quelqu'un habitué à prendre des décisions exécutives malgré son âge. « Et vous, Richard ?» réussit-il à dire, la voix chargée d'une émotion qui menaçait de le submerger complètement. Emma acquiesça avec sérieux, comme si elle enregistrait cette information pour référence future. « Enchanté, Richard. Ma grand-mère disait toujours que partager la nourriture la rend meilleure et fait aussi que celui qui la partage se sente mieux. » Elle était très sage dans ces domaines. Elle s'arrêta, examinant ses vêtements chers, mais maintenant froissés avec l'œil analytique de quelqu'un qui a appris à lire rapidement les situations. « Vous n'avez pas toujours été pauvre, n'est-ce pas ?» La question le frappa comme un coup physique, non par grossièreté, mais par sa justesse. Cette petite fille de 6 ans avait vu à travers sa façade en quelques secondes, lisant la vérité dans des détails qu'il n'avait lui-même pas remarqués. « Comment as-tu su cela ?» Emma sourit, montrant un trou où devrait se trouver sa dent de devant, ce qui la faisait paraître encore plus jeune et vulnérable. « Vos mains sont trop douces pour avoir été pauvres longtemps. Elles n'ont pas les callosités qui viennent de travailler dur ou de laver le linge dans des lavabos. Et votre manteau est de très bonne qualité, même s'il est sale. De plus, la couture est différente des vêtements bon marché. Ma grand-mère m'a appris à remarquer ces choses. Et vous vous tenez droit comme ma maîtresse dit que les riches font à la télé, même quand vous êtes triste. » Elle haussa les épaules, comme si son observation était complètement normale, comme si n'importe qui pouvait lire les gens comme des livres ouverts. « Qu'est-il arrivé à votre argent ?» Richard se retrouva assis sur le banc du parc avec Emma, partageant non seulement son sandwich, mais aussi son histoire. Il y avait quelque chose dans les questions directes et sans préjugés de cet enfant qui lui donnait envie de répondre avec honnêteté, de se confier à quelqu'un qui n'avait pas d'arrière-pensée, ni de connexion d'entreprise, ni de motif pour utiliser ces informations contre lui. Elle écoutait avec l'intensité de quelqu'un de bien plus âgé,
acquiesçant occasionnellement ou posant des questions étonnamment perspicaces qui allaient droit au cœur de questions commerciales complexes. Alors, ces hommes qui étaient vos amis, dit Emma, balançant ses jambes du banc avec la décontraction que seuls les enfants possèdent, vous ont dupé pour que vous signiez des papiers qui leur ont donné toute votre entreprise. Toutes. En réalité, c'est un résumé très précis, admit Richard, stupéfait de la façon dont elle avait distillé son cauchemar juridique en termes si simples. 3 avocats diplômés de Harvard avaient passé des heures à lui expliquer les complexités du droit des sociétés et du transfert d'actifs, mais Emma avait compris la trahison essentielle en quelques minutes. Emma fronça les sourcils, son petit visage se plissant dans une concentration qui la faisait ressembler à un minuscule professeur, résolvant un théorème difficile. Cela ressemble à l'histoire du renard et du corbeau que ma grand-mère me racontait. Le renard dupe le corbeau pour qu'il laisse tomber son fromage, en le faisant chanter, en lui disant combien son chant est beau. Le corbeau est si content des flatteries qu'il ouvre la bouche et perd sa nourriture. Elle le regarda avec des yeux qui semblaient trop vieux pour son visage. Ils vous ont fait vous sentir spécial avant que vous ne signiez les papiers. La respiration de Richard s'arrêta. Le souvenir revint avec force. Stevens lui tapant dans le dos au club de campagne. Martinez louant sa vision lors de la réunion trimestrienne du conseil. Crawford le traitant de génie lors du gala de bienfaisance à peine quelques semaines avant la signature. Oui, ils ont loué mon leadership. Ils ont dit que j'étais le seul à pouvoir diriger l'expansion qu'ils proposaient. Ils m'ont fait sentir que je recevais enfin la reconnaissance que je méritais après des années à construire l'entreprise. Il la regarda, stupéfait. Comment vois-tu ces choses si clairement? Grand-mère dit, je vois des schémas là où d'autres ne voient rien, répondit Emma naturellement, comme si elle parlait du temps qu'il faisait. Elle dit, mon cerveau fonctionne différemment, comme un puzzle qui s'assemble tout seul, même quand il manque des pièces. Une fois, elle m'a emmené chez un médecin qui utilisait des mots longs comme traitement cognitif exceptionnel et capacité de reconnaissance de motifs, mais grand-mère a juste dit que j'étais spécial et cela me suffisait. Elle sortit de sa poche un cahier usé avec des pages remplies d'écritures enfantines et de dessins étonnamment sophistiqués. Parfois, je dessine les motifs quand je les vois dans ma tête. Voulez-vous voir? Richard observa avec un étonnement croissant tandis qu'Emma tournait les pages remplies de dessins et de chiffres incroyablement détaillés. Il y avait des séquences mathématiques qu'il reconnaissait de son diplôme d'ingénieur du MIT, mais organisées de manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Des graphiques de tendance du marché qui ressemblaient remarquablement à des modèles boursiers qu'il avait étudiés. Des organigrammes qui rappelaient les structures d'entreprise qu'il avait apprises à la Harvard Business School. Des diagrammes de flux qui montraient des relations de cause à effet qui auraient impressionné ses propres consultants stratégiques. Emma, dit Richard lentement, la voix pleine d'étonnement et d'un enthousiasme croissant. Où as-tu appris à dessiner ainsi? Ces concepts sont de niveau de 3e cycle en affaires et en mathématiques. Je les vois simplement dans ma tête, répondit-elle, comme si tout le monde pouvait visualiser des systèmes et des relations complexes. Comme quand je vois votre problème. Je peux voir sa forme. Les papiers que vous avez signés avaient sûrement beaucoup de grands mots pour cacher les parties importantes, n'est-ce pas? C'est aussi un motif. Les gens cachent les choses importantes dans des endroits ennuyeux parce qu'ils savent que d'autres ne regarderont pas attentivement là. Richard sentit son cœur s'accélérer en comprenant ce qu'il voyait. Emma, qu'est-il arrivé à tes parents? Où vis-tu? La question sortit plus urgente qu'il ne l'avait voulu, mais il avait besoin d'en savoir plus sur cet enfant extraordinaire. L'expression d'Emma devint triste, des ombres traversant son jeune visage comme des nuages masquant le soleil. Grand-mère est morte il y a 6 mois. Elle s'occupait de moi parce que mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'étais petite. Je ne les ai pas beaucoup connus. Grand-mère disait qu'ils étaient aussi très intelligents, que mon cerveau venait d'eux. Elle s'éclaira un peu avec la résilience que seuls les enfants possèdent. Mais je vais bien, je suis doué pour résoudre des choses, et il y a des personnes gentilles comme Madame Rodriguez à la bibliothèque qui m'aident parfois. La révélation frappa Richard comme un éclair. Cette enfant brillante était pratiquement sans abri, survivant grâce à son esprit extraordinaire et à la gentillesse d'étrangers, évoluant dans un monde qui ne savait probablement pas comment gérer quelqu'un avec ses capacités. Pendant ce temps, il était là avec des problèmes qui lui semblaient impossibles, et elle voyait déjà des solutions qu'il ne pouvait même pas imaginer. Emma, dit-il avec précaution, son esprit fourmillant de possibilités qu'il ne pouvait pas encore articuler. Voudrais-tu m'aider avec quelque chose? Cela pourrait être compliqué, mais je crois que tu pourrais voir des choses que je ne vois pas.
Des choses qui pourraient être très importantes. Vraiment? Comme un puzzle, un grand? Exactement, comme un puzzle, un très grand et très important qui pourrait changer nos vies. Richard sortit son téléphone, qui fonctionnait encore malgré l'effondrement de tout le reste. Ses ex-partenaires n'avaient pas pensé à lui couper le service, croyant probablement qu'il était trop dévasté pour contre-attaquer. J'ai des copies de tous les contrats que j'ai signés, des fichiers numériques que mon avocat m'a envoyés avant que tout cela n'arrive. Seriez-vous prête à les consulter? Pouvons-nous aller quelque part où il fait chaud? Demanda Emma avec une totale praticité. Mes doigts fonctionnent mieux quand ils ne sont pas froids et ce genre de puzzle nécessite une bonne concentration. Richard regarda autour du parc, se rendant compte qu'il n'avait aucune idée d'où il pouvait aller. Ses cartes étaient gelées, son bureau fermé et probablement déjà vidé par ses ex-partenaires. Son appartement scellé par la banque. Tout ce qu'il considérait auparavant comme sien était maintenant un territoire interdit. Non, en fait, je ne sais pas où nous pourrions aller. Emma se leva, secouant les miettes de son jean usé avec l'efficacité de quelqu'un habitué à se débrouiller avec ce qu'il a. Je connais un endroit. La bibliothèque est chaude et ils ont des ordinateurs qui fonctionnent très bien. Madame Rodriguez, qui y travaille, est gentille avec moi. Elle me laisse utiliser Internet pour apprendre et ne me pose jamais beaucoup de questions sur où sont mes parents. Elle le regarda avec une inquiétude trop mature pour son âge. Vous n'avez vraiment nulle part où aller, n'est-ce pas? Le contraste de leur situation le frappa de plein fouet. Une petite fille de 6 ans sans abri lui offrant refuge et ressources, prenant les choses en main avec l'assurance de quelqu'un qui a appris tôt que survivre signifie être ingénieux. Non, admit la voix basse, le mot portant tout le poids de sa chute en disgrâce. Je n'en ai pas, Emma lui prit la main avec l'assurance de quelqu'un habitué à diriger dans des situations difficiles. Ses petits doigts étaient étonnamment fermes et chauds. C'est bon, nous allons le résoudre ensemble. C'est ce que disait toujours grand-mère. Les problèmes deviennent plus petits quand tu les partages avec la bonne personne et disparaissent complètement quand tu les partages avec quelqu'un qui voit les choses différemment de toi. En marchant vers la bibliothèque, Richard se surprit à étudier Emma de plus près. Ses observations sur les gens et les motifs n'étaient pas de simples tours, elles démontraient un niveau de pensée analytique que la plupart des adultes ne développaient jamais, même avec des années d'éducation coûteuses. La façon dont elle comprit immédiatement le cœur de son problème commercial, le réduisit à l'essentiel et commença à penser à des solutions, était extraordinaire. Mais plus encore, il y avait quelque chose dans sa façon de penser qui lui rappelait son père, une intelligence pratique qui coupait court à la complexité pour trouver des vérités simples. Emma, dit-il en arrivant aux escaliers de la bibliothèque, l'imposant bâtiment en pierre qui ressemblait maintenant à un sanctuaire. T'as-t-on déjà fait des tests d'intelligence? Je veux dire, officiellement. Emma haussa les épaules, un geste qui transmettait à la fois indifférence et déception. Grand-mère disait que les écoles ne sauraient de toute façon pas quoi faire de moi. Elle a essayé de me faire entrer dans des programmes spéciaux, mais il demandait trop de papiers et posait beaucoup de questions sur les assurances et les adresses permanentes. Elle m'enseignait presque tout à la maison, la lecture, l'écriture, les chiffres, l'histoire. Elle s'arrêta, regardant la bibliothèque avec une affection évidente. Mais j'ai aussi appris d'autres choses, juste en observant et en écoutant, comment la voix des gens change quand ils mentent ou comment les chiffres dans les documents commerciaux racontent presque toujours une histoire différente de celle que les mots racontent. Richard s'arrêta, la regardant avec un étonnement croissant. Non. Que veux-tu dire par les chiffres racontent des histoires différentes? Eh bien, dit Emma, s'asseyant sur les escaliers comme si elle se préparait à donner un cours. Quand les adultes veulent cacher quelque chose dans des documents commerciaux, ils mettent les chiffres moches en très petits caractères et dans des endroits bizarres, mais ils doivent bien les mettre quelque part à cause des règles, n'est-ce pas? Donc, si tu ignores tous les grands mots et ne suis que les chiffres comme si c'était une carte au trésor, tu peux généralement voir ce qui se passe vraiment. Richard sentit son pouce accélérer avec la première véritable lueur d'espoir depuis le désastre de la veille. As-tu déjà fait ça? Suivre les chiffres dans des documents commerciaux. Oui, acquiesça Emma avec enthousiasme, s'illuminant complètement en partageant quelque chose qui la passionnait. Parfois, je trouve des journaux à la poubelle et ils ont des sections économiques avec beaucoup de chiffres et des rapports d'entreprise. J'aime regarder les motifs dans les chiffres des actions et dans les rapports. Ce sont comme des histoires, mais racontées avec des mathématiques au lieu de mots. Les mathématiques ne mentent jamais, même lorsque les mots essaient. Dans la chaleur de la bibliothèque, Emma conduisit Richard vers un coin tranquille avec des ordinateurs publics,
se déplaçant dans le lieu avec la familiarité de quelqu'un qui y avait passé d'innombrables heures. Le bâtiment se sentait comme un sanctuaire, au plafond, éclairage chaud, l'odeur réconfortante des livres et du savoir. Madame Rodriguez, une bibliothécaire au visage aimable, d'une cinquantaine d'années, aux cheveux gris et aux yeux doux, salua Emma avec une affection évidente. « Bonjour, ma chérie. Je me demandais quand tu viendrais aujourd'hui, dit-elle avec la chaleur d'un soin authentique. Puis elle remarqua Richard, et son expression passa à une curiosité polie mêlée à une préoccupation protectrice. « Et qui est votre ami ? » « Il est Richard, » dit Emma avec l'honnêteté directe qui caractérisait toutes ses interactions. « Il m'aide avec un grand puzzle sur des documents commerciaux. C'est très compliqué. » Madame Rodriguez sourit chaleureusement à Richard, bien que dans ses yeux il y eût les questions subtiles de celle qui a appris à être prudente avec les adultes qui se lient d'amitié avec des enfants sans connexion claire. Tout ami d'Emma est le bienvenu ici. C'est l'une de nos chercheuses les plus dévouées, n'est-ce pas, ma chérie ? Elle lit de tout, des magazines d'affaires, de sciences, des livres d'histoire. Je n'ai jamais vu une enfant avec autant de curiosité pour le monde. Pendant qu'Emma se connectait à l'ordinateur avec une aisance évidente, ses petits doigts volaient sur le clavier avec une vitesse et une assurance surprenantes. Richard s'émerveilla de la façon dont cet enfant avait créé un réseau de soutien pour elle-même. Non seulement elle survivait, mais elle prospérait en utilisant chaque ressource à sa portée pour continuer à apprendre et à grandir, malgré des circonstances qui auraient brisé de nombreux adultes. « Très bien, Richard, » dit Emma, tapant la chaise à côté d'elle avec l'autorité de quelqu'un qui dirige un projet important. « Montrez-moi ces contrats. Je veux voir quels stratagèmes ils utilisent pour voler votre entreprise. » Richard ouvrit son courriel et chercha les fichiers que son avocat lui avait envoyés. Les contrats remplirent l'écran, des dizaines de pages avec un langage juridique dense, des structures d'entreprise, des termes financiers et des sous-sections qui auraient défié même des avocats expérimentés. Emma se pencha en avant, ses petits doigts traçant des motifs sur l'écran pendant qu'elle lisait, les yeux se déplaçant selon des trajectoires complexes qui suggéraient qu'elle traitait l'information à une vitesse qui semblait impossible. Ce qui se passa ensuite défia tout ce que Richard croyait savoir sur la capacité humaine. Emma commença à lire à une vitesse impossible pour quiconque, et encore moins pour une petite fille de 6 ans. Ses yeux sautaient sur l'écran selon des motifs complexes. Non seulement elle lisait les mots, mais elle traitait, analysait et croisait les informations en temps réel, son esprit fonctionnant comme un ordinateur conçu pour la reconnaissance et l'analyse de motifs. « C'est bizarre, » dit Emma après moins de 10 minutes, avec la certitude de celle qui a trouvé quelque chose d'important. « Ces papiers mentent, et pas un petit peu. Ils mentent d'une manière très astucieuse. »« Quoi, que veux-tu dire ?» demanda Richard, se penchant vers elle, le cœur s'accélérant d'anticipation. Emma désigna une section enfouie profondément dans le contrat, le doigt se déplaçant avec la précision de celle qui sait exactement ce qu'elle cherche. Vous voyez ces chiffres ? Ils disent que la nouvelle entreprise, Hamilton Stevens Holdings, possède 51% de votre ancienne entreprise, Apex Industries. Cela donne l'impression que vous avez encore un certain contrôle, n'est-ce pas ? Mais regardez cette partie ici. Elle se déplaça vers une autre section avec l'assurance de celle qui avait déjà cartographié l'ensemble du document dans son esprit. Ici, il est dit que l'entreprise de vos amis, Stevens, Martinez et Crawford, LLC, possède 100% de Hamilton Stevens Holdings. Et cette partie dit que Hamilton Stevens Holdings possède tout ce qui était auparavant à vous. Richard plissa les yeux, suivant la logique d'Emma tandis qu'elle traçait le réseau complexe de propriétés d'entreprise. Le langage juridique qui avait semblé simple lorsque ses avocats le lui avaient expliqué, révélait maintenant quelque chose de bien plus sinistre. Je crois que je comprends ce que vous dites, mais les avocats ont dit que c'était une structure de partenariat standard. C'est comme un jeu de bonneteau, interrompit Emma, son enthousiasme croissant en voyant le motif clairement. Vous savez ? Quand ils cachent une petite boule sous un gobelet et le déplacent rapidement pour que vous ne sachiez pas où elle est, ils ont fait en sorte que ça paraisse que vous vous joignez à eux comme partenaire égal. Mais en réalité, ils s'appropriaient tout et le cachaient sous différents noms pour que vous ne voyiez pas ce qui se passait. Les doigts d'Emma volaient sur le clavier, ouvrant plusieurs documents en même temps avec la capacité multitâche de quelqu'un dont l'esprit opérait sur plusieurs niveaux à la fois. Regardez, Richard, chaque contrat que vous avez signé suit le même motif. Ils vous ont fait croire que vous étendiez votre entreprise à de nouveaux domaines, mais chaque document déplaçait en réalité une partie de votre entreprise sous leur contrôle. La division de construction est passée à Hamilton Stevens Construction.
Les propriétés immobilières sont allées à Hamilton Stevens Property. Même les brevets originaux de votre père ont fini chez Hamilton Stevens Technologies. Richard sentit sa poitrine se serrer en comprenant l'ampleur de la trahison. Ce n'étaient pas seulement des partenaires devenus avides, c'étaient des voleurs professionnels qui avaient planifié cela de manière systématique, probablement pendant des mois. Ils ont planifié cela pendant longtemps, n'est-ce pas? Peut-être même des années, dit Emma, le visage grave sous le poids de ce qu'elle découvrait. Mais voici ce qui est important, Richard, ils ont commis une erreur, une très grosse. Elle ouvrit un autre document, ses yeux le balayant avec l'intensité de celle qui a trouvé une preuve cruciale. Regardez les dates de ces signatures. Son petit doigt parcourut l'écran, désignant des dates auxquelles Richard n'avait jamais prêté attention. Des détails enfouis dans l'avalanche de paperasse pendant le processus de signature. Regardez ce contrat pour le transfert de la division de construction. Vous l'avez signé le 15 mars à 14h47. Je vois l'heure dans la signature numérique, mais notez la date d'enregistrement au bureau du secrétaire d'État, le 12 mars à 9h23. Richard se pencha plus près, le cœur s'accélérant en voyant les implications. Ça, c'est 3 jours avant que je le signe. Comment est-ce possible? Exactement, les yeux d'Emma brillaient de l'émotion de la découverte. Son enthousiasme était contagieux malgré la gravité de l'affaire. Et celui-ci pour les propriétés immobilières, et celui-ci pour les brevets technologiques. Ils ont également déposé tous ces papiers auprès du gouvernement avant que vous ne les signiez. Cela signifie qu'ils étaient si sûrs que vous signeriez qu'ils ont envoyé la documentation à l'avance. Mais c'est de la fraude, n'est-ce pas? On ne peut pas transférer la propriété de quelque chose avec des signatures qui n'existent pas encore. L'esprit de Richard tournait tandis qu'il comprenait l'ampleur totale de la tromperie. Emma, si ces dates sont correctes, cela signifie que les contrats étaient frauduleux depuis le début. Il ne pouvait pas légalement transférer les actifs en se basant sur des signatures qui n'existaient pas encore. Il regarda cet enfant extraordinaire qui venait de lui donner la clé pour récupérer sa vie. Comment as-tu vu ça? J'ai eu 3 des meilleurs avocats d'entreprise de Manhattan qui ont examiné ces documents pendant des semaines. Les adultes se concentrent généralement sur les parties grandes et importantes, les sommes d'argent, les noms des entreprises, les mots juridiques élégants. Nous, les enfants, regardons tout parce que nous ne savons pas ce qui est censé être important. De plus, je vérifie toujours les dates sur tout, car grand-mère m'a appris que le temps en dit plus sur les véritables intentions des gens que leurs paroles. Emma continua à examiner d'autres documents, ses petites mains se déplaçant avec la précision de celle qui a trouvé une piste claire à suivre. De plus, il y a quelque chose de plus étrange qu'il n'aurait probablement pas pensé que quelqu'un trouverait. Elle ouvrit un nouveau document que Richard n'avait jamais vu, enfoui au plus profond des fichiers numériques. Ceci était joint à l'un de vos contrats, mais il était caché dans les métadonnées du code du fichier. Je l'ai trouvé par accident en examinant les propriétés du fichier. Où as-tu appris à regarder les métadonnées d'un fichier? Demanda Richard, étonné par la sophistication technique de la petite fille. À l'université YouTube, dit Emma avec un sourire, utilisant une expression qui la faisait paraître beaucoup plus âgée. Il y a des tutoriels pour tout le monde si tu sais chercher. Grand-mère disait qu'apprendre était la chose la plus importante qu'elle pouvait faire, alors j'essaie d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Les choses informatiques sont très intéressantes parce que tout est motif et logique. Le document qu'Emma avait trouvé était une chaîne de courriels entre Stevens, Martinez et Crawford, discutant de leur plan en détail. Richard les lut avec une colère et un étonnement croissant, voyant ses soi-disant amis se référer à lui comme la cible et parler de la façon dont il éliminerait le problème Hamilton pour toujours, une fois les transferts terminés. Ces hommes ne sont pas vraiment vos amis, n'est-ce pas? Demanda Emma à voix basse, lisant les émotions sur son visage avec la perspicacité qui la caractérisait. Richard sentit des larmes lui emplir les yeux, non pas de tristesse cette fois, mais de gratitude et d'étonnement pour ce que cet enfant extraordinaire avait accompli en moins d'1 heure. Emma, tu viens de sauver mon entreprise. Tu as découvert une fraude que 3 cabinets d'avocats avaient manqué. Tu m'as donné des preuves qui pourraient envoyer ces hommes en prison et me rendre tout ce que mon père a construit. Mais même en disant cela, Richard se rendit compte qu'Emma lui avait donné quelque chose de bien plus précieux que de la munition juridique. Elle lui avait montré la valeur de voir les problèmes différemment, le pouvoir de détecter des motifs que d'autres manquaient et la sagesse qui pouvait venir des sources les plus inattendues. Emma sourit, son sourire édenté illuminant son visage avec la joie d'avoir utilisé ses dons pour quelque chose d'important. C'est à ça que servent les amis, non? Pour s'entraider à résoudre des puzzles.
Elle fit une pause. Ah, et elle ajouta avec une sagesse surprenante pour quelqu'un de son âge. De plus, je crois que nous avions tous les deux besoin d'être sauvés. Vous aviez besoin de quelqu'un qui voit la vérité qui était sous vos yeux, et moi, j'avais besoin de quelqu'un qui croyait que je pouvais aider avec des problèmes d'adultes. Richard sut qu'elle avait raison. En essayant de s'entraider, ils avaient tous les deux trouvé ce dont ils avaient le plus besoin. Mais plus que cela, Emma lui avait rendu quelque chose qu'il avait perdu sur son chemin vers le succès, la capacité de voir clairement, de faire confiance à son instinct et de reconnaître que parfois les solutions les plus puissantes viennent des sources les plus improbables. Emma, dit Richard avec la voix chargée d'émotion et de détermination. Veux-tu m'aider à récupérer mon entreprise? M'aider vraiment. Ce sera compliqué et probablement dangereux, mais avec ton esprit et ma connaissance des affaires, je crois que nous pourrions faire quelque chose d'incroyable. Vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment mon aide pour quelque chose d'aussi important? Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie, répondit Richard, et il le pensait vraiment. Le lendemain matin, Richard et Emma s'assirent dans un petit restaurant près de la bibliothèque, partageant un petit déjeuner qui coûtait moins que ce que Richard dépensait habituellement pour un café. Mais ce modeste repas avait le goût d'un festin car il était accompagné d'espoir, quelque chose qu'il n'avait pas goûté depuis des jours. Emma avait passé la nuit dans un foyer pour jeunes, tandis que Richard avait trouvé refuge dans une laverie automatique ouverte 24 heures sur 24, mais ils s'étaient mis d'accord pour se retrouver tôt afin de planifier leur contre-attaque. Nous avons besoin d'un avocat, dit Richard, remuant son café d'un air distrait. Quelqu'un spécialisé dans la fraude d'entreprise, quelqu'un avec les ressources nécessaires pour affronter Stevens, Martinez et Crawford. Mais tous les bons avocats de la ville soit travaillent pour eux, soit leur sont redevables. Emma leva les yeux de ses pancakes, du sirop au menton et de la détermination dans les yeux. Et si nous cherchions quelqu'un qui ne leur doit rien, quelqu'un qu'ils ne songeraient pas à acheter? Comme qui? La plupart des avocats capables de gérer un cas aussi important sont déjà connectés d'une manière ou d'une autre au monde des affaires. Emma sortit son cahier usé et l'ouvrit à une page remplie de ses dessins et notes caractéristiques. J'ai encore réfléchi au motif. Vos amis vous ont volé l'entreprise en cachant des choses à la vue de tous, n'est-ce pas? Alors, nous devrions peut-être nous battre de la même manière, en trouvant de l'aide dans des endroits où ils ne penseraient pas à chercher. Richard se pencha en avant, intrigué. Quoi, que veux-tu dire? Eh bien, dit Emma avec ce ton analytique qui lui était déjà familier. Hier, quand j'enquêtais sur des cas de fraude d'entreprise sur les ordinateurs de la bibliothèque, j'ai trouvé une histoire sur une avocate nommée Sarah Chen. Elle n'exerce que depuis 5 ans, mais elle a gagné 3 affaires importantes contre de grandes corporations. L'article disait qu'elle avait grandi dans la pauvreté et qu'elle était devenue avocate pour aider les gens que les entreprises riches escroquent. Richard sentit une étincelle d'intérêt. Ah, Chen, une relation avec mon avocat Michael Chen? Les yeux d'Emma s'agrandirent. Ce serait une coïncidence très intéressante, vous ne croyez pas? Peut-être qu'elle connaît le fonctionnement du système de l'intérieur. Elle tourna la page. Selon Internet, elle travaille dans un petit cabinet qui prend des affaires que d'autres avocats ne veulent pas toucher. Et le mieux, c'est qu'elle n'a jamais perdu une affaire liée à des contrats frauduleux. Emma, c'est brillant. Même si mes ex-partenaires sont au courant d'elle, ils ne la verraient jamais comme une menace réelle, car elle n'a pas les ressources d'un grand cabinet. Richard sentit son pouce accélérer avec la première véritable pensée stratégique depuis qu'il avait tout perdu. Mais comment la payons-nous? Il me reste environ $50. Emma sourit avec l'assurance de celle qui avait déjà résolu ce problème. Voilà le bon côté des choses. Selon le site web de son cabinet, il travaille avec des honoraires conditionnels dans les cas de fraude. Cela signifie qu'il ne facture que si nous gagnons. Et avec les preuves que j'ai trouvées dans ces contrats, nous avons un dossier très solide. Richard la regarda, émerveillé pour la énième fois, stupéfait par sa capacité à voir des solutions là où lui ne voyait que des obstacles. As-tu enquêté sur tout cela hier soir? Je ne pouvais pas dormir, admit Emma. Mon cerveau s'excite trop quand je travaille sur un grand puzzle. Alors je suis retourné à la bibliothèque après que les lumières aient été éteintes à l'auberge et j'ai utilisé les ordinateurs. Madame Rodriguez m'a donné une autorisation spéciale parce qu'elle sait que je suis prudente. L'idée qu'une petite fille de 6 ans passe la nuit à enquêter sur des stratégies juridiques pendant qu'il se noyait dans l'apitoiement sur soi, le fit se sentir humble et inspiré. Emma, tu as tout à fait raison. Sarah Chen pourrait être exactement ce dont nous avons besoin,
mais il y a quelque chose que nous devons considérer. Une fois que nous commencerons cette bataille, Stevens et ses partenaires se rendront compte de ce que nous avons trouvé. Pourrait-il s'en prendre à nous? L'expression d'Emma devint sérieuse, mais non effrayée. Grand-mère disait toujours que faire face aux brutes fait peur, mais les laisser gagner est pire. De plus, ajouta-t-elle avec un petit sourire, ils penseront probablement que vous êtes trop brisé pour contre-attaquer, et ils ne savent sûrement rien de moi. Cela nous donne un avantage. Pour la première fois depuis que son monde s'était effondré, Richard se retrouva à sourire. Le courage et la vision stratégique de cet enfant étaient extraordinaires. Mais plus que cela, elle lui rendait quelque chose qu'il avait perdu, la conviction que lutter était possible. D'accord, dit Richard, sortant son téléphone. Appelons Sarah Chen et voyons si elle veut affronter 3 des avocats d'entreprise les plus puissants de Manhattan. Emma applaudit avec enthousiasme. Ça va être si intéressant. Je n'ai jamais vu une vraie bataille juridique. Pendant que Richard composait, il se rendit compte qu'Emma était sur le point d'assister à bien plus qu'une bataille juridique. Elle allait aider à orchestrer l'une des plus importantes affaires de fraude d'entreprise de l'histoire récente. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix ferme et professionnelle ne réponde. Chen et associés. Sarah Chen à l'appareil. Madame Chen, commença Richard, la voix ferme grâce à sa nouvelle détermination. Mon nom est Richard Hamilton et je crois que j'ai des preuves de fraude d'entreprise qui pourraient vous intéresser beaucoup. Il y eut une pause. Richard Hamilton, d'Apex Industries. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je vous écoute. Le bureau de Sarah Chen occupait le 3e étage d'une brownstone reconvertie à Brooklyn, loin des tours étincelantes de Manhattan, où Richard avait fait des affaires pendant des décennies. Mais dès qu'elle et Emma entrèrent, il sut qu'ils avaient trouvé la bonne personne. Les murs étaient couverts d'articles encadrés sur ses victoires contre des géants corporatifs et son bureau était organisé avec la précision de quelqu'un qui ne laissait rien au hasard. Sarah était plus jeune que ce à quoi Richard s'attendait, probablement un peu plus de 30 ans, avec des yeux vifs et intelligents derrière de fines lunettes et le maintien assuré de celle qui a appris à se battre contre des adversaires plus grands qu'elle. Elle les reçut avec une chaleur professionnelle, bien que Richard perçût un regard de surprise vers Emma. « Monsieur Hamilton, je dois admettre que je suis curieuse de ce que vous avez découvert. Lorsque j'ai entendu parler de la situation d'Apex Industries, tout semblait étrangement propre pour un si grand transfert d'actifs. » Elle leur fit signe de s'asseoir devant son bureau. « Et voici sans doute votre fille. » En réalité, dit Emma avant que Richard ne puisse répondre. « Je suis sa partenaire. C'est moi qui ai trouvé les preuves. » Les sourcils de Sarah se levèrent, mais elle ne perdit pas une seconde. « Je vois. Eh bien, partenaire, pourquoi ne me montrez-vous pas ce que vous avez découvert ?» Pendant l'heure qui suivit, Emma guida Sarah à travers les contrats frauduleux avec la même précision méthodique qu'elle avait montrée à Richard. L'expression de Sarah devint plus intense à chaque révélation, et Richard pouvait voir comment l'esprit de l'avocate travaillait, formulant déjà des stratégies juridiques. « C'est extraordinaire, dit-elle finalement en se penchant sur sa chaise. Les dépôts antidatés constituent à eux seuls plusieurs crimes graves. Si nous ajoutons les communications cachées sur éliminer le problème Hamilton, nous parlons également de chef d'accusation de complot. » Elle regarda directement Emma. « Quel âge as-tu, ma chérie ?»« 6 ans, répondit Emma simplement. Mais ma grand-mère disait toujours, l'âge n'importe pas quand on cherche la vérité. Sarah resta silencieuse un moment, traitant clairement ce que signifiait avoir une petite fille de 6 ans comme témoin clé dans une affaire de fraude importante. Emma, ce que tu as trouvé ici pourrait non seulement rendre son entreprise à Monsieur Hamilton, mais aussi envoyer en prison des personnes très puissantes. Es-tu prête pour ce que cela pourrait signifier? Vous voulez dire qu'il pourrait essayer de nous faire du mal ou de nous faire passer pour des menteurs? C'est possible. Ces hommes ont des milliards en jeu et une réputation à protéger. Ils utiliseront toutes les ressources pour discréditer cette preuve et quiconque y est lié. Richard sentit un instinct protecteur le parcourir. Sarah, Emma n'est qu'une enfant. S'il y a un danger, je peux m'en occuper moi-même. Emma l'interrompit avec fermeté. De plus, ils vous ont déjà tout pris, Richard. Que peuvent-ils faire de plus? Et je n'ai rien qu'ils puissent me prendre, sauf mon cerveau, et ça, ils ne peuvent pas me le voler. Sarah sourit à sa logique. Tu as raison, mais il y a d'autres façons d'attaquer la crédibilité de quelqu'un. Il pourrait dire qu'une enfant ne peut pas comprendre des documents si complexes ou qu'un adulte a entraîné à dire certaines choses.
Emma sortit de son sac à dos un petit enregistreur numérique. C'est pourquoi je me suis enregistré en expliquant tout ce que j'ai trouvé, avec des horodatages et tout. J'ai aussi fait des copies de toutes mes notes de recherche de ma propre écriture. Grand-mère m'a appris qu'il faut toujours garder des preuves quand quelque chose est important. Je me suis enregistré en analysant les preuves 3 fois, en fait. Une fois quand j'ai trouvé les problèmes, une autre fois quand je l'ai expliqué à Richard et une autre fois hier soir quand j'ai tout revu pour m'assurer que je n'avais rien manqué. Emma posa l'enregistreur sur le bureau de Sarah. Grand-mère disait, la meilleure façon de démontrer que tu comprends quelque chose est de l'expliquer clairement à quelqu'un d'autre. Richard vit l'expression de Sarah passer de la surprise à l'admiration, puis à quelque chose proche de l'émerveillement. Emma, en 30 ans de pratique juridique, je n'ai jamais vu de preuve aussi bien documentée par quiconque, et encore moins par une petite fille de 6 ans. Je veux m'assurer que nous gagnons, dit Emma simplement. Le père de Richard a construit quelque chose d'important et ses hommes l'ont volé. Ce n'est ni juste ni correct. Sarah examina en silence les notes d'Emma et écouta des extraits de ses enregistrements. Finalement, elle leva les yeux avec l'expression de quelqu'un qui vient de se rendre compte qu'elle a un billet de loterie gagnant entre les mains. « J'accepte l'affaire, dit-elle. Mais je veux que ce soit clair. Ce ne sera ni facile ni rapide. Stevens, Martinez et Crawford ont des ressources illimitées et certains des meilleurs avocats que l'argent puisse acheter. Ils se battront salement et essaieront de détruire quiconque les menace. Je comprends les risques, dit Richard avec sérieux. Vraiment, demanda Sarah d'un ton incisif. Parce qu'une fois que nous aurons déposé ces accusations de fraude, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils s'en prendront à vous avec tout ce qu'ils ont. Emma se leva de sa chaise, sa petite silhouette s'imposant dans la sérieuse conversation d'adulte. Madame Chen, ce qui est juste fait parfois peur, mais cela ne signifie pas que tu ne dois pas le faire. Ma grand-mère disait que les brutes comptent sur le fait que les gens bien ont trop peur pour se défendre. Allons-nous leur donner raison ou allons-nous leur prouver que voler est mal, peu importe combien d'argent tu as? Sarah sourit, et Richard vit le moment où l'avocate comprit qu'elle n'acceptait pas seulement un cas, elle rejoignait une croisade menée par le général le plus improbable. Très bien, alors, dit Sarah, prenant son téléphone. Allons en guerre. Le tribunal fédéral du Bas-Manhattan ne lui avait jamais paru aussi intimidant à Richard que ce mardi matin, 3 semaines plus tard. Sarah avait travaillé avec une vitesse sans précédent pour déposer les accusations de fraude, mais maintenant venait la partie difficile, prouver son cas devant un juge qui déciderait si Stevens, Martinez et Crawford feraient face à des accusations pénales et si Richard pourrait récupérer son entreprise. Elle s'assit entre Richard et Sarah à la table du demandeur dans une simple robe bleue que Sarah lui avait achetée, ayant l'air étonnamment sereine pour une petite fille de 6 ans sur le point de témoigner devant un tribunal fédéral. De l'autre côté du couloir, Stevens, Martinez et Crawford étaient accompagnés par leur armée d'avocats, 12 au total, le meilleur que l'argent pouvait payer. Tout debout pour accueillir l'honorable juge Patricia Williams, annonça l'huissier. La juge Williams était une femme d'aspect sévère, d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et au maintien ferme de celle qui a présidé des cas complexes pendant des décennies. En s'asseyant, ses yeux croisèrent brièvement ceux d'Emma, et Richard remarqua un éclair de curiosité dans son expression. C'est très irrégulier, dit James Morrison, avocat principal des accusés, en se levant. Votre honneur, le demandeur demande à ce tribunal de croire qu'une petite fille de 6 ans a découvert une fraude financière sophistiquée qui était passée inaperçue auprès de plusieurs cabinets et auditeurs d'entreprises. Respectueusement, nous soutenons que cela est soit un subterfuge élaboré, soit la preuve qu'elle a été entraînée par des adultes ayant leurs propres intérêts. Sarah se leva pour répondre. Votre honneur, nous apprécions le scepticisme de Monsieur Morrison. En fait, nous sommes prêts à démontrer non seulement qu'Emma Hamilton Chen a découvert cette fraude de manière indépendante, mais que ses compétences analytiques uniques lui ont permis de voir des schémas qu'une révision légale conventionnelle avait complètement manqué. Richard remarqua que Sarah avait donné à Emma un nom de famille composé pour le processus judiciaire, une stratégie légale pour l'établir comme partie de l'unité familiale du demandeur tout en protégeant son identité. Emma avait elle-même choisi Chen, disant qu'elle voulait honorer à la fois Sarah et sa grand-mère, qui lui avait appris à voir la vérité dans les motifs. Très bien, dit la juge Williams, mais je tiens à clarifier quelque chose à toutes les parties. Ce tribunal ne tolérera aucune tentative d'exploiter ou de manipuler un mineur, quelle que soit la partie dont provient cette tentative. Madame Chen, pouvez-vous commencer votre présentation? Sarah s'approcha de la table des pièces à conviction avec confiance. Votre honneur,
nous commencerons par la preuve la plus directe, les documents de dépôt antidatés qui établissent une chronologie claire de la fraude. Elle alluma un grand écran, montrant les contrats ainsi que leur date d'enregistrement auprès du gouvernement. Comme vous pouvez le voir, chaque transfert d'actifs important a été enregistré au bureau du secrétaire d'État avant que M. Hamilton ne signe les contrats correspondants. Cela seul constitue plusieurs crimes graves en vertu des lois fédérales sur la fraude. Objection, Votre Honneur, s'empressa de dire Morrison, en se levant. Cela pourrait facilement être une erreur administrative ou des défaillances du système d'enregistrement. Accepté, répondit la juge Williams. Madame Chen, vous devrez prouver l'intention de frauder, pas seulement des divergences dans la paperasse. Bien sûr, Votre Honneur, répliqua Sarah avec un léger sourire. Emma, pourrais-tu expliquer au tribunal comment tu as découvert le schéma de tromperie dans ces contrats? Emma se leva, sa petite voix résonnant avec clarté dans le système audio de la salle. Votre Honneur, quand j'ai vu ces papiers, je me suis rendu compte que les adultes jouaient au jeu de Bonneto avec l'entreprise de Monsieur Richard. La juge Williams se pencha en avant, intéressée. Peux-tu expliquer ce que tu veux dire par le jeu de Bonneto, Emma? C'est quand quelqu'un déplace les choses très vite pour que tu ne saches pas où elles sont, dit Emma, s'approchant de l'écran avec un calme surprenant. Monsieur Richard pensait qu'il s'associait avec ces hommes, mais en réalité, il déplaçait toutes les parties de son entreprise dans des boîtes qu'il contrôlait. Elle désigna les organigrammes qu'elle avait élaborés. Regardez, il semblait que Hamilton Stevens Holdings appartenait à tout le monde, mais en réalité, Stevens Martinez Crawford LLC possédait 100% de Hamilton Stevens Holdings, qui à son tour possédait 100% de tout ce qui était auparavant à Monsieur Richard. La salle resta dans un silence complet tandis qu'Emma continuait à démanteler des structures d'entreprise complexes avec une clarté stupéfiante. Même l'équipe de Morrison se penchait en avant, impressionnée malgré eux. Mais le plus important, continua Emma, c'est qu'ils étaient si sûrs que Monsieur Richard signerait qu'ils ont déposé les documents auprès du gouvernement avant qu'il ne les signe réellement. Ce n'est pas une erreur, c'est tricher délibérément. La juge Williams prenait des notes, de plus en plus sérieuses. Emma, comment peux-tu être sûre que ce n'était pas une simple erreur administrative? Emma sourit et sortit de son dossier les courriels cachés. Parce qu'ils se sont écrits entre eux en disant qu'ils allaient éliminer le problème Hamilton pour toujours. Les gens n'écrivent pas de tels courriels à cause d'erreurs administratives. L'impact fut immédiat. Morrison se leva instantanément. Objection. Ces courriels sont complètement hors de contexte. Rejeté, dit la juge avec fermeté. La témoin peut continuer. Emma regarda directement la table des accusés, croisant le regard de trois hommes qui l'avaient complètement sous-estimé. Le motif est très clair quand on voit toutes les pièces ensemble. Ils l'ont planifié pendant longtemps. Ils ont caché les parties importantes dans des endroits ennuyeux où ils pensaient que personne ne regarderait et ils ont commis des erreurs parce qu'ils sont devenus avides et négligents. Richard ressentit de la fierté en voyant comment cet enfant extraordinaire démantelait une fraude multimilliardaire avec la clarté de celle qui voit la vérité, sans les filtres des préjugés et de l'intérêt personnel des adultes. Le contre-interrogatoire fut brutal. Morrison s'approcha avec la confiance prédatrice de quelqu'un habitué à détruire des témoins, mais il n'avait clairement jamais affronté quelqu'un comme elle. Sa stratégie était évidente, confondre, intimider ou faire en sorte qu'une enfant de 6 ans se contredise ou fonde en larmes. Alors, Emma, commença Morrison avec une douceur condescendante. Tu n'as que 6 ans, n'est-ce pas? C'est exact. Tu n'as pas étudié les affaires, le droit ou la comptabilité. C'est vrai, répondit Emma avec joie. Mais je sais lire, je sais compter et je sais voir des motifs. Et c'est tout ce qu'il faut pour savoir quand quelqu'un ment avec des chiffres. Le sourire de Morrison se tendit. Mais, sûrement, tu as eu de l'aide pour comprendre ces documents si complexes, des adultes qui t'ont expliqué leur signification. Non, dit Emma avec simplicité. Je l'ai découvert toute seule, comme je résous des puzzles et des problèmes de logique. En fait, c'était plus facile que certaines des énigmes que je fais pour le plaisir. Allons, Emma. Ce sont des structures d'entreprises sophistiquées qui défient même des avocats expérimentés. Prétendez-vous que ce tribunal croit qu'une enfant? Monsieur Morrison, l'interrompit Emma avec éducation. Pourquoi continuez-vous à dire que je ne suis qu'une enfant, comme si cela signifiait que je ne suis pas intelligente? Certains enfants sont bons en sport, d'autres en musique, et certains d'entre nous sont bons à voir des motifs dans les chiffres et les contrats. Ce n'est pas si rare. Des rires se propagèrent dans la salle,
et Richard vit la juge Williams réprimer un sourire. Morrison était visiblement mal à l'aise face au refus d'Emma de se laisser intimider. « Essayons une autre approche, dit-il, durcissant le ton. Emma, sais-tu ce que signifie le parjure ? Objection, Sarah intervint immédiatement. L'avocat de la défense tentait d'intimider une témoin mineure. Acceptez, dit la juge Williams avec dureté. Monsieur Morrison, vous traiterez cette témoin avec le respect qu'elle mérite ou je vous déclarerai coupable d'outrage au tribunal. Mais Emma semblait imperturbable. C'est bon, Madame Sarah. Je sais ce que signifie le parjure. C'est quand on ment au tribunal, mais je ne mens pas et je peux prouver tout ce que j'ai dit. Morrison s'y accrocha. Le prouver ? Comment pouvez-vous prouver votre interprétation de ces documents ? Emma sortit de son dossier une épaisse liasse de papier remplie de son écriture et de ses dessins distinctifs. J'ai écrit tout ce que j'ai trouvé, quand je l'ai trouvé et comment je l'ai découvert. De plus, j'ai fait des graphiques avec toutes les connexions entre les entreprises et je me suis enregistré en l'expliquant 3 fois différentes pour qu'il n'y ait aucun doute sur ce que j'ai compris et quand je l'ai compris. Elle remit les papiers à l'huissier, qui les porta à la juge Williams. À mesure que la juge examinait la documentation, ses sourcils se levaient de plus en plus. Monsieur Morrison, dit-elle après plusieurs minutes. Avez-vous examiné l'analyse documentaire de la témoin ? Morrison avait l'air mal à l'aise. Votre honneur, nous avons vu quelques notes manuscrites, mais... Ce ne sont pas seulement des notes, l'interrompit la juge, levant les graphiques d'Emma. C'est une analyse médico-légale complète de la fraude d'entreprise, avec une chronologie, une chaîne de conservation des preuves et des explications détaillées de la méthodologie. J'ai vu des travaux moins complets de consultants professionnels. Emma sourit, satisfaite. Merci, votre honneur. Ma grand-mère disait toujours, si quelque chose vaut la peine d'être fait, il vaut la peine d'être bien fait. Morrison fit une dernière tentative désespérée. Votre honneur, même si nous acceptons que cet enfant ait des capacités inhabituelles, le fait est qu'elle n'a pas de légitimité légale pour accuser de fraude. En réalité, intervint Emma, levant la main comme si elle était en classe. Je n'accuse de rien, je montre juste ce que disent les chiffres, les dates et les courriels. Les accusations de fraude sont portées par Madame Sarah et Monsieur Richard. J'ai juste trouvé les preuves qui montrent qu'ils ont raison. La distinction était brillante, et Richard comprit qu'Emma comprenait mieux que beaucoup d'adultes les implications légales de son rôle. Elle ne prétendait pas être une experte juridique, elle présentait simplement les faits et laissait les adultes en tirer les conclusions. Morrison s'effondra sur son siège, se rendant compte que son contre-interrogatoire n'avait fait qu'accroître la crédibilité d'Emma. La juge Williams regarda Emma, puis les preuves, puis la table des accusés, où Stevens, Martinez et Crawford semblaient de plus en plus pâles. « Madame Chen, dit la juge, je crois que nous avons entendu suffisamment de témoignages pour aujourd'hui. Je veux examiner toutes les preuves dans mon bureau avant de continuer. » Elle se tourna vers les accusés. « Messieurs, je vous suggère fortement d'utiliser cette pause pour considérer si vous souhaitez continuer à contester ces accusations. » Lorsque la séance fut levée, Richard vit Stevens s'approcher de ses avocats avec l'urgence désespérée de celui qui sent que son monde soigneusement construit s'écroule. Emma, quant à elle, organisait tranquillement ses papiers avec la satisfaction de celle qui vient de terminer un puzzle difficile mais amusant. « Comment te sens-tu ? lui demanda Richard à voix basse. Emma leva les yeux avec un sourire trop mature pour son âge. Je me sens bien. Nous avons dit la vérité. Et la vérité a du sens. C'est la seule chose que tu puisses vraiment faire, n'est-ce pas ? Richard comprit qu'au milieu de cette bataille juridique, Emma lui avait enseigné quelque chose de fondamental sur le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la volonté de faire ce qui est juste, quelles qu'en soient les conséquences. Les négociations de conciliation se déroulèrent dans le bureau de la juge Williams, avec Emma assise en silence aux côtés de Sarah. Pendant que Richard tentait d'assimiler ce qui se passait, Stevens, Martinez et Crawford avaient demandé une réunion d'urgence après avoir examiné en profondeur les preuves d'Emma, et leur attitude était passée d'une arrogance confiante à une panique mal dissimulée. « Votre honneur » commença Morrison d'un ton beaucoup plus diplomatique qu'auparavant. « Mes clients sont disposés à discuter d'une résolution qui puisse bénéficier à toutes les parties. » La juge Williams le regarda avec scepticisme. « Monsieur Morrison, vos clients font face à des accusations fédérales de fraude qui pourraient entraîner des décennies de prison. Que propose-t-il exactement ? » Stevens se pencha en avant, le visage émacié après 3 nuits sans dormir depuis le témoignage d'Emma.
Nous sommes disposés à rendre la propriété totale d'Apex Industries à Monsieur Hamilton, ainsi qu'une compensation pour l'interruption des opérations. Richard sentit son cœur s'accélérer, mais Sarah lui posa une main rassurante sur le bras. De quel type de compensation parlons-nous? Demanda-t-elle froidement. 200 millions, dit Martinez à voix basse. Plus les honoraires d'avocat et des excuses publiques formelles. Emma tira sur la manche de Sarah. Puis-je dire quelque chose? La juge Williams acquiesça. Bien sûr, Emma. Emma se leva, sa petite silhouette s'imposant dans la salle remplie d'adultes puissants. Ce n'est pas suffisant, dit-elle simplement. Stevens la regarda incrédule. Pardon? 200 millions, ce n'est pas suffisant? Non, répéta Emma avec la confiance de celle qui avait fait ses calculs. Ils ont volé une entreprise évaluée à 7,3 milliards. Ils l'ont utilisée pour gagner de l'argent pendant 3 semaines pendant que Monsieur Richard était sans abri et avait faim. Ils ont également nui à tous les employés car ils ne savaient pas s'ils conserveraient leur emploi. Elle sortit son cahier. Tous dans la salle reconnaissaient déjà le poids des données d'Emma. Elle ouvrit à une page spécifique. Selon les rapports financiers que j'ai trouvés sur Internet, Apex Industries a généré 47 millions rien que pendant les 3 semaines où vous l'avez contrôlé. De plus, vous prévoyez probablement de démanteler l'entreprise et de la vendre par morceaux, ce qui aurait détruit ce que le père de Monsieur Richard a construit. Crawford se tortilla, mal à l'aise. Ces calculs sont très sophistiqués pour quelqu'un de ton âge. Les mathématiques sont les mathématiques, répondit Emma avec un haussement d'épaule. Mais voici ce que je crois juste. Ils vous rendent l'entreprise entièrement. Ils paient 500 millions pour la douleur et les dommages qu'ils ont causés, et chacun passe un certain temps en prison pour apprendre que voler est mal. La salle resta silencieuse. Morrison semblait comme frappé par la foudre. Votre honneur, vous ne pouvez sûrement pas attendre de mes clients qu'ils négocient avec une enfant de 6 ans. En réalité, dit la juge Williams avec ce qui semblait une nuance d'amusement. L'évaluation d'Emma semble tout à fait raisonnable étant donné l'ampleur de la fraude. De plus, elle a soulevé un point important sur les conséquences pénales qui ne peuvent être éliminées par la négociation. Sarah se pencha en avant. Votre honneur, serions-nous disposés à recommander des peines réduites en échange de la restitution complète, d'un service communautaire et d'interdiction permanente d'occuper des postes de direction d'entreprise? Emma leva la main encore une fois. De plus, ils doivent promettre qu'ils ne nuiront plus jamais aux affaires d'autres personnes, et ils devraient donner des leçons sur pourquoi voler est mal. Stevens regarda désespérément ses avocats. C'est fou. Nous négocions les termes de notre capitulation avec une enfant. Une enfant qui vous a tous surpassé, observa la juge Williams avec sécheresse. Une enfant qui a découvert des preuves que vous croyez bien cachées, qui a documenté ses découvertes avec plus de détails que la plupart des enquêteurs professionnels et qui propose maintenant une résolution juridiquement solide et éthiquement appropriée. Richard parla pour la première fois à la réunion. Emma a raison en tout, mais je veux ajouter une condition de plus. Il regarda directement Stevens, Martinez et Crawford. Vous allez financer un programme de bourse pour enfants surdoués n'ayant pas accès à une éducation adéquate. Emma m'a montré qu'il y a des enfants brillants là-bas qui n'ont besoin que de quelqu'un qui croit en eux. Les yeux d'Emma s'illuminèrent. Nous pourrions vraiment aider d'autres enfants qui voient des motifs comme moi. Exactement, répondit Richard. À la Fondation Emma Hamilton pour les jeunes esprits exceptionnels. $1 million par an pendant les 20 prochaines années. Stevens regarda ses partenaires, puis Morrison, qui calculait clairement les alternatives à accepter ces conditions, prison fédérale versus sanctions économiques et services communautaires. Il n'y avait vraiment pas le choix. Nous acceptons, dit Stevens à voix basse. La juge Williams prit des notes sur son carnet juridique. Très bien. J'attendrai des accords formels dans 48 heures, avec des plans détaillés pour le transfert d'actifs, les paiements de restitution et les dispositions de services communautaires. Elle regarda Emma avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Jeune femme, vous venez de négocier l'un des accords de fraude d'entreprise les plus complets de l'histoire de la Cour fédérale. Emma sourit, mais ensuite son expression devint pensive. Votre honneur, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Que se passe-t-il avec moi maintenant? Je veux dire, je n'ai vraiment nulle part où vivre, et je ne crois pas pouvoir retourner me cacher dans des refuges et des bibliothèques. La question resta en suspens, et Richard se rendit compte que dans toute l'émotion de la victoire légale, il n'avait pas abordé le plus important.
que adviendrait-il de l'enfant extraordinaire qui lui avait sauvé la vie et l'entreprise? La juge Williams regarda d'Emma à Richard, puis à Sarah, son esprit judiciaire évaluant les complexités de la situation. C'est une excellente question, Emma, et je crois qu'elle mérite une considération très attentive. 6 mois plus tard, Richard était dans la salle de conférence rénovée d'Apex Industries, voyant Emma expliquer son dernier projet à un groupe d'investisseurs stupéfaits. L'entreprise était plus forte que jamais. L'accord de fraude avait apporté des ressources pour s'étendre et les idées d'Emma avaient conduit à des innovations qui placèrent Apex comme leader en technologie de construction durable. Mais le changement le plus important ne se trouvait pas dans les affaires, mais dans la famille formée à partir des circonstances les plus improbables. Le processus d'adoption avait été complexe, nécessitant les témoignages de travailleurs sociaux, de psychologues et de spécialistes de l'éducation. Tous confirmant ce que Richard savait déjà, Emma était une enfant extraordinaire qui avait besoin d'un environnement extraordinaire pour s'épanouir. La juge Williams avait personnellement supervisé le processus, s'assurant que les meilleurs intérêts d'Emma étaient protégés et lui permettant de rejoindre la famille qu'elle avait choisie. Le système d'intégration de panneaux solaires réduit les coûts de construction de 37% et améliore l'efficacité énergétique de 52%, expliquait Emma aux investisseurs avec une présentation qu'elle avait elle-même créée. Mais le plus excitant est la façon dont nous pouvons adapter cette technologie afin que les familles à faible revenu puissent accéder à des logements de meilleure qualité. Sarah, maintenant avocate générale d'Apex Industries et tutrice légale d'Emma aux côtés de Richard, observait depuis le fond de la salle avec une fierté évidente. L'adoption avait créé une structure familiale peu conventionnelle, Richard comme père, Sarah comme deuxième mère et Emma comme la brillante fille qui les unissait tous. La docteure Rebecca Martinez, la psychologue pour enfants qui a évalué Emma pendant l'adoption, avait expliqué à Richard que l'intelligence d'Emma entrait dans une catégorie qui ne se présente peut-être qu'une fois par génération. Elle n'a pas seulement un QI élevé, dit la docteure. Elle a une manière unique de reconnaître des motifs qui lui permet de voir des connexions que d'autres ne perçoivent pas combinée à une intelligence émotionnelle bien au-dessus de son âge, elle a le potentiel de changer le monde. La fondation Emma Hamilton avait déjà accordé des bourses à 43 enfants surdoués issus de milieux défavorisés, et Emma insistait pour interviewer personnellement chaque candidat. « Je veux m'assurer qu'ils aiment vraiment apprendre », dit-elle à Richard. Les enfants intelligents qui ne peuvent pas utiliser leur cerveau deviennent des enfants tristes. Lorsque la présentation se termina et que les investisseurs partirent, désireux de financer le prochain projet d'Emma, Richard réfléchit à tout ce qui avait changé dans sa vie. Il avait reconstruit l'entreprise de son père, plus forte que jamais. Mais le plus important était qu'il avait appris que le succès ne signifiait rien sans famille et sans but. Emma arriva en sautillant vers lui, toujours dans le petit tailleur d'affaires que Sarah lui avait acheté pour les réunions importantes. « Comment j'ai fait, papa ?» Le mot « papa » faisait encore faire un bond au cœur de Richard chaque fois qu'elle le disait. « Tu as été parfaite, ma chérie. Ton grand-père aurait été très fier de toi. » L'expression d'Emma devint pensive. « Tu crois qu'il m'aurait aimé ?» Richard se pencha à sa hauteur, prenant ses petites mains entre les siennes. « Emma, mon père a construit cette entreprise parce qu'il croyait que le travail acharné et l'intelligence pouvaient surmonter tous les obstacles. Il t'aurait absolument adoré, non seulement parce que tu es brillante, mais parce que tu utilises tes dons pour aider d'autres personnes. Comme quand je t'ai aidé à récupérer ton entreprise. Comme quand tu nous as sauvés tous les deux, corrigea Richard avec douceur. Tu m'as rendu mon entreprise, mais plus important encore, tu m'as donné une famille, tu m'as donné un but. Tu m'as montré que les choses les plus précieuses de la vie ne peuvent pas être mesurées en dollars. » Emma l'embrassa fort. « Toi aussi tu m'as sauvé, papa. Tu as cru que je pouvais aider avec des problèmes d'adultes et tu m'as fait partie de ta famille, même si je n'étais qu'une enfant sans abri. » Sarah les rejoignit, enlaçant Richard et Emma dans une étreinte de groupe. « Vous savez ce que je crois, dit-elle. Je crois que parfois les meilleures familles ne sont pas celles dans lesquelles on est, mais celles que l'on choisit. Et parfois les victoires les plus importantes ne sont pas celles que l'on planifie, mais celles qui arrivent quand on essaie juste de faire ce qui est juste. » À travers les baies vitrées du sol au plafond de la salle de conférence, la ville s'étendait en contrebas. Des millions de personnes poursuivant leurs rêves, construisant leur vie, affrontant leurs défis. Mais là-haut, 47 étages au-dessus de la rue, où un milliardaire désespéré avait rencontré une brillante enfant sans abri, était née une nouvelle sorte de famille, formée par un but commun, un sauvetage mutuel et la simple reconnaissance que parfois les alliances les plus improbables peuvent tout changer. Emma se sépara de l'étreinte et regarda sérieusement ses deux parents. « Vous savez ce que nous devrions faire maintenant ?
Richard et Sarah se regardèrent, se demandant quel projet pour changer le monde leur fille proposerait cette fois. « Qu'est-ce que ce serait, ma chérie ?» demanda Richard. Emma sourit, son sourire édenté illuminant toute la pièce. « Nous devrions aider plus de gens à résoudre leurs grands puzzles. Il y a beaucoup de gens dehors qui ont besoin de quelqu'un qui voit les motifs qu'ils ne voient pas. » Richard se rendit compte qu'elle avait tout à fait raison. Emma lui avait enseigné que parfois le plus grand succès ne vient pas d'accumuler de la richesse ou du pouvoir, mais d'utiliser les dons que l'on a pour élever les autres. Et avec l'esprit extraordinaire d'Emma, l'expérience juridique de Sarah et sa propre connaissance des affaires, il pourrait vraiment aider à résoudre des problèmes que d'autres ne pouvaient pas voir. Le service de résolution de problèmes de la famille Hamilton, suggéra Sarah en riant. J'aime ça, dit Emma avec sérieux, mais nous devons nous assurer de toujours aider les personnes qui en ont vraiment besoin, pas seulement celles qui peuvent payer le plus. Richard regarda sa fille brillante, compatissante et sage au-delà de ses années, et il sut que l'héritage de son père était entre les meilleures mains possibles. L'entreprise continuerait de croître, la fondation aiderait d'innombrables enfants surdoués, et le nom Hamilton serait associé non seulement au succès commercial, mais à l'idée radicale que chacun mérite l'opportunité d'utiliser ses dons pour améliorer le monde. Marché conclu, dit Richard, tendant sa main pour une poignée de main à 3. Partenaire pour toujours. Partenaire pour toujours, répétèrent Emma et Sarah à l'unisson. Et tandis que le soleil se couchait sur Manhattan, teignant d'or la lumière qui entrait par les fenêtres de la salle de conférence, où avait commencé cette histoire extraordinaire, un milliardaire qui avait été sans abri, une avocate décidée et une enfant génie de 6 ans regardaient vers un avenir rempli d'infinies possibilités, fruit de la combinaison de la brillance et de la compassion, du succès et du but, et de l'amour et du courage de voir des motifs que d'autres ne voient pas.